Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour cette masterclass qui est sold out. Non, ça le comble, parce qu'on va parler d'orthographe et de langue française, donc pas de termes anglais. Je te passe la parole pour l'introduction de cette masterclass qui est la tienne en fait. Merci Thierry, bonjour à tous. Donc, je suis Michael Hiroux et je dirige Nathan Compétences. Nathan Compétences, donc c'est un éditeur et un certificateur. Donc on édite des solutions d'apprentissage et on fait aussi de la certification dans beaucoup de domaines. Donc là, on va faire un petit focus aujourd'hui sur la langue française, mais pas que, parce que moi je vais vous parler un peu d'IA et d'impact sur l'acquisition des compétences. Et puis, on va parler de plein de choses. Et avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter deux gagnants, deux personnes qui représentent des entreprises qui sont reparties l'an passé avec un trophée à l'occasion de la dictée de la relation client. Et je vais peut-être leur demander de se présenter directement. Honneur aux dames, on va demander à Lisanne Monod. Je vais lui passer le micro et elle va se présenter. Alors bravo encore pour cette victoire l'an passé. Bonjour à tous, Lisanne Monod. Donc on a gagné le trophée argent de la catégorie annonceur à la dictée de la relation client. Et moi je travaille chez EDF, donc au marché d'affaires, et je pilote une démarche de culture client qui s'appelle Carrément Client. Merci beaucoup pour cette introduction. Jérémy, un autre gagnant. Bonjour à toutes et tous. En effet, gagnant de l'or pour le côté prestataire. Et donc, je suis Jérémy Galmard, je suis cofondateur et CEO de Smart Tribune. Notre métier, c'est de travailler sur la connaissance. On va la centraliser et derrière permettre aux conseillers, aux clients et même aux IA de s'appuyer dessus. Et il y a un stand D72 et une conférence juste après, à midi. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour vous poser les questions spécifiquement sur la dictée de la relation client. Peut-être un mot sur notre histoire commune à tous les deux. Alors, c'est vrai que je dirige Nathan Compétences, mais à l'origine, je suis le fondateur d'Orthodidacte. Orthodidacte, donc c'est une plateforme d'apprentissage de la langue française. Et on s'est croisés avec Thierry maintenant il y a quelques... C'était ici même, hein, c'était sur le salon. Sur le salon, où on s'est dit pourquoi pas imaginer quelque chose autour de la langue française dans le monde de la relation client. Et l'idée a germé pour créer une dictée. La dictée de la relation client, c'est ça qui a plusieurs grands principes. On voulait faire un événement, comme on a l'habitude de le dire, ludique et apprenant, et réunir la communauté des professionnels et de la relation client autour de ce défi sur la langue française. Et d'où notre rencontre. Et on fera une rétrospective de nos 3 premières éditions. Vous avez vu déjà des gagnants qui témoigneront tout à l'heure. Mais comme vous le savez, notre objectif, c'est faire ludique et apprenant. On va commencer par un jeu. Et je vais vous lire 2 textes et vous allez deviner lequel des 2 textes a été généré par une intelligence artificielle. Alors je vais les lire à haute voix, d'accord ? Le thème, c'est comment réapprend-on à un adulte à bien écrire en français. Je vais faire le texte de gauche, d'accord ? Texte de gauche, je le lis à haute voix. Dans un monde professionnel ultra connecté, la maîtrise de l'écrit n'est plus une simple option, mais un véritable levier de crédibilité. Pourtant, réapprendre à dompter la langue de Molière à l'âge adulte demande une approche bien différente de l'apprentissage scolaire. Il ne s'agit plus de mémoriser des règles par cœur, mais de déconstruire des automatismes pour redonner du sens à la structure. Pour un adulte, le défi est double. Il faut à la fois surmonter certains blocages psychologiques liés aux échecs passés et ancrer de nouvelles habitudes dans un quotidien déjà chargé. L'enjeu est de transformer la contrainte grammaticale en un outil de précision où chaque accord et chaque tournure de phrase deviennent les ambassadeurs de sa pensée. Voilà le premier texte. J'ai pas l'habitude de lire des slides en fait. Hein. On nous apprend toujours à ne surtout pas lire des slides et là je le fais exprès. Deuxième texte. La maîtrise du français écrit est une compétence élémentaire que beaucoup estiment acquise pour tout adulte. Pourtant, tout le monde ne sort pas de sa scolarité avec un bagage équivalent.
Or, dans la vie active, la compétence d'écriture, ou plutôt de rédaction professionnelle, est utile à tous les instants, de la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation à la communication avec un client, en passant par les échanges formels avec la hiérarchie, tout est l'occasion de rédiger. Aborder sereinement ces passages obligés de la vie professionnelle nécessite d'avoir toutes les clés en main pour éviter les écueils de la langue française et écrire sans faute. Alors, qui pense que le texte de gauche a été écrit par une IA ? On a à peu près 70-75% de la salle, c'est ça ? Qui pense que le texte de droite a été écrit par une IA ? On a à peu près 15-20% de la salle. La révélation, tout de suite, c'était le texte de gauche. Et pourquoi ? Donc vous avez bien deviné pour les trois quarts de la salle. Premièrement, le texte suit un plan prévisible. L'accroche contextuelle. Dans un monde professionnel ultra connecté, c'est un peu comme nos rédactions lorsqu'on était étudiant. Vous vous souvenez, on commence toujours comme ça. Une entrée en matière qui est courante dans les bases de données d'entraînement des IA. Ensuite, le développement en antithèse, vous l'avez peut-être remarqué. Maintenant, vous avez un véritable détecteur, vous êtes aussi affûté. Il ne s'agit plus de mais de. Donc là, c'est typiquement une structure binaire qui permet à l'IA de construire un argument de manière logique. Donc on est une construction logique de phrase. Ensuite, le niveau de langage est plutôt soutenu, mais sans aspérité. Donc on nous parle de la langue, de Molière. Donc l'IA va chercher des textes sur ce sujet et nous reprend des grands classiques, quelle que soit leur ancienneté. Ensuite, il y a des mots-clés mélioratifs, retenez bien cette formule, comme levier de crédibilité, ambassadeur de sa pensée, outil de précision. C'est très riche. J'ai toujours l'impression, moi, quand je lis un texte d'IA, d'avoir une espèce de stagiaire zélé, des diplômés, un bac plus 10, qui répond tout de suite. Alors déjà, il me dit « Merci Thierry, bravo, merci pour la question. » En effet, excellente question. Il est flatteur, on ne l'a pas mis ici, mais il est flatteur. Et puis enfin, un rythme régulier et un peu monotone. Les phrases ont souvent une longueur similaire parce que l'IA produit un contenu qui est lissé pour plaire au plus grand nombre. Voilà, premier test, et je vois que vous êtes toutes et tous très très affûtés à ce sujet. Alors c'est peut-être le moment de prendre aussi un peu de recul et d'aborder le thème de notre masterclass, c'est les impacts sur nos apprentissages. Merci Thierry. Depuis 2 ans, on entend un peu partout que l'intelligence artificielle va nous rendre plus productifs. Mais il y a une question qu'on se pose très rarement, qui ne vient pas naturellement, c'est est-ce qu'elle va nous rendre plus compétents ? Donc ça, c'est une vraie question. Et pour ça, je vais parcourir avec vous 2 études qui sont sorties il y a pas très longtemps, quelques mois. La première, c'est une étude sur plus l'apprentissage d'une bibliothèque Python pour des programmeurs. Donc on a pris un groupe de 52 personnes dans cette étude, des gens expérimentés, des novices, on les a coupés en 2 et on a fait travailler un groupe, alors je dis on, mais c'est surtout aux États-Unis que ça a été fait. Ils ont fait travailler donc 2 groupes, un groupe avec IA et un groupe sans IA. Et vous allez voir l'impact juste après sur les différents développeurs. Et est-ce que ça a été plus rapide, moins rapide? Est-ce que ça a été plus efficace? Où est-ce qu'on est rentré? Et puis la deuxième étude, qui est pour moi encore plus intéressante, c'est qu'on a en parallèle de ce travail aussi mesuré l'activité cérébrale pour voir réellement quelle zone du cerveau allait être impactée avec 3 groupes différents pour le coup. Un premier qui utilisait un ChatGPT ou en tout cas un LLM du marché. Un deuxième groupe qui utilisait plutôt les moteurs de recherche traditionnels. Et un troisième qui n'utilisait que son cerveau dans quelque chose qui est autour de la langue française, c'est la rédaction d'un essai. Donc on va aller explorer ça ensemble. Alors cette première étude, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre quelque part que l'assistance IA pendant donc l'exécution d'une tâche va influencer
l'acquisition des compétences. Donc on le voit, je vais faire une synthèse, mais j'irai dans le détail un petit peu après. Il y a 2 éléments extrêmement importants dans cette étude. Le premier, c'est l'IA peut diminuer tout ce qui est apprentissage de concepts dans le code. Donc on s'aperçoit que l'IA fournit une moins bonne compréhension, fournit des personnes qui maîtrisent moins l'intérieur du code et qui sont moins en capacité de débugger le code. Et c'est pas plus rapide. Je vous invite à aller lire l'article. Il y a des graphes aussi d'exécution, de rapidité. Donc c'est plus rapide dans l'exécution d'une tâche, mais pas plus rapide dans l'exécution du problème dans sa globalité. Donc ça, c'est intéressant. Et un deuxième élément clé d'une conclusion de cet article, c'est de dire que la productivité ne veut pas dire la compétence. Et on s'en aperçoit de plus en plus. L'IA va vous faciliter un certain nombre d'éléments. Donc on est dans quelque chose d'un peu utilitariste. On l'utilise pour faire des choses rapides. Mais en fin de compte, l'ancrage mémoriel, la partie un peu cognitive, n'est pas du tout utilisée de la même manière. Et donc l'IA, c'est ce qu'on dit, l'aide à produire, mais pas à apprendre, surtout si on délègue trop. Parce qu'on voit aussi dans les différents groupes, il y a différents profils à l'intérieur de ces groupes d'essais, et il y a des gens qui vont interagir avec l'IA de différentes manières. Donc, mais comme vous avez levé la main sur le premier texte, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous utilisent ChatGPT ou Mistral, ou en tout cas les différents LLM. Et on sait très bien que si on fait juste un copier-coller, c'est pas suffisant. Pourtant, il y en a beaucoup qui le font, c'est un copier-coller. Donc ça, c'est le premier des enseignements, on ne doit jamais faire du copier-coller. Je vous montre un petit graphe que vous retrouverez justement dans l'étude, si vous le cherchez. Vous avez des petits graphes comme ça qui vous disent ça, c'est le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Donc on voit que ceux qui avaient un moteur d'intelligence artificielle avaient une capacité de résoudre la tâche plus rapidement par rapport au groupe sans intelligence artificielle. En revanche, quand on regarde juste après un quiz sur ce qu'ils viennent de produire, le moins bon de celui qui n'avait pas utilisé l'intelligence artificielle va être aussi fort en réponse que celui qui avait utilisé le meilleur de celui qui avait utilisé l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte bien que l'ancrage, et on le verra après, le déclin cognitif, qu'est-ce que ça engendre, tout ça, mais là, on le voit parfaitement, les gens retiennent beaucoup moins. Alors bien entendu, bon, c'est normal, on va passer le slide parce qu'après, il y a quelques éléments importants. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort de ces études ? Donc on a découpé en deux, un usage qui est plutôt érosif, donc ça nous coûte quoi, versus comment on doit réussir à engager les apprenants pour que d'un seul coup il y ait un phénomène d'acquisition des compétences. Dans le premier groupe, bien entendu, il y a moins d'erreurs rencontrées parce que l'IA est quand même assez performante. Surtout dans le développement de code, on s'aperçoit que l'IA peut vous générer énormément de code très vite. Donc beaucoup moins d'erreurs. Or on sait que les erreurs, c'est un levier d'apprentissage. On apprend derrière ces erreurs. On dit que le succès, c'est une succession d'échecs, d'erreurs. Donc, on sait que d'un point de vue ancrage, on doit faire des erreurs pour apprendre. Le deuxième élément qu'il ressort, c'est que le temps de programmation est réduit. C'est-à-dire que les gens qui développent vont passer plus de temps à dialoguer avec le moteur de LLM plutôt qu'eux-mêmes d'essayer de comprendre. Donc on va travailler sur des leviers de compréhension. Donc ça, c'est hyper important parce que ça déstructure quelque part. Vous n'avez pas une réflexion profonde sur votre code parce que vous déléguez cette tâche à la machine. Et donc, vous êtes obligé dans une interaction avec la machine, avec le LLM. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet de tout ce qui est cognitive offloading. Je ne sais pas si tout le monde est On n'avait familier. dit pas d'anglais, mais, bon. Donc c'est le déchargement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle cognitif. un petit peu. Tout le monde fait du déchargement cognitif, c'est-à-dire que l'objectif est, vous voulez faire des courses, vous faites une liste. Bon, ça c'est du déchargement cognitif. Les numéros de téléphone, vous les mettez
maintenant sur votre machine, c'est du déchargement cognitif. On ne va pas faire de surcharge mentale. Donc on en fait pour plein de choses. J'avais aussi un exemple, c'est que j'ai développé dans ma dernière conférence des tendances, c'est on coupe l'autoradio quand on fait une manœuvre en voiture. Vous l'avez fait, ça? Donc c'est très très sérieux. Hein. C'est faire face à la surcharge cognitive. Je coupe la musique quand je fais un créneau avec ma voiture. Et donc cette surcharge cognitive, aujourd'hui, on voit que dans le fonctionnement des IA, vous allez vous décharger de choses qui sont bien plus structurantes pour votre cerveau. C'est pas juste je vais noter mes courses, parce que ça c'est très ponctuel, c'est un instant T, vous n'êtes pas obligé de vous charger mentalement. Sauf que quand il s'agit d'écrire un texte, de comprendre sa structure, de faire des relations avec d'autres schémas pour que votre pensée soit exprimée selon un certain nombre d'angles, la décharge cognitive, elle devient extrêmement dangereuse. Alors bien sûr, il y a des manières d'engager les apprenants. C'est quand vous utilisez l'IA, il y a des réflexes à avoir. C'est-à-dire que l'IA, c'est pas juste je pose une question, je prends le texte, je le copie-colle. C'est qu'il faut la challenger. Et pour la challenger, il faut lui poser différentes choses. C'est ce qu'on dit. Il faut aller challenger l'IA au travers de questions. Comment il a construit sa question, lui demander d'expliquer la logique du texte, lui demander de répéter un certain nombre de situations. Donc là, on en liste quelques-uns. Écrire un texte, demander des explications sur le texte, rebondir sur le texte, rebondir sur des paragraphes. Vous avez aussi tout ce qui est un peu réécrire. Fait de réécrire, demander un brouillon, poser des questions sur chaque partie et réécrivez le texte. Parce que ça va vous amener à intégrer chaque concept, chaque état. Donc la conclusion de ces premières études, c'est qu'on s'aperçoit que les profils engageant une réflexion active préservent l'apprentissage contrairement à une délégation passive. Donc dans l'apprentissage, on doit absolument construire dans nos formations, l'usage de l'IA est important, on ne va pas, bien entendu, ne pas l'utiliser, c'est quand même extrêmement performant, sauf qu'il va falloir le challenger. Il va falloir vraiment se dire comment je fais pour acquérir une compétence que l'IA est censée avoir, pas vous, mais demain c'est vous qui allez devoir l'écrire. On va passer à la deuxième étude qui est, je trouve, encore plus intéressante parce qu'elle veut. Là, c'est un groupe qui a suivi un certain nombre de sessions. Donc les personnes qui ont participé à ça ont été mesurées avec des fils, des câbles partout. Il y a eu pas mal d'images cérébrales. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne pour voir un petit peu l'impact sur le cerveau et comment ça influence tout ça. Alors la question c'est est-ce qu'un moteur de LLM nous rendait plus bêtes finalement? C'est une vraie question, c'est à la fin, est-ce qu'on va tous être bêtes? Donc là déjà on voit 3 groupes, IA seul, moteur de recherche, cerveau seul. Les avantages qu'on repère tout de suite, c'est que bien sûr l'IA, ça va vous donner de la rapidité, ça va structurer quelque chose très vite. Souvent on va dire attention, il faut relire, c'est pas cohérent, mais c'est pas la seule chose qui est importante par rapport à l'usage de l'IA, et j'en ferai ma conclusion. Les risques, bien sûr, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un désapprentissage régulier, et donc on peut se poser la question ne serait-ce que de nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain si on leur en... J'imagine même, qu'est-ce qu'on va répondre à nos enfants le jour où ils viendront nous dire « Mais papa, maman, pourquoi je vais à l'école ?» L'IA lui répondra « Très bonne question ». C'est excellent. Alors, les moteurs de recherche, la difficulté et le point fort, c'est qu'il y a une diversité des sources avec les moteurs de recherche. Forcément, parce qu'on a beaucoup d'informations qui sont présentées dans un moteur de recherche, contrairement à l'IA qui va structurer tout de suite une réponse. Par contre, ça demande, il y a une surcharge cognitive. C'est pas évident de dépasser la première page de Google quand vous avez fait tous les liens. Hop, en général, vous explosez quelques minutes après. Le cerveau seul, bien sûr, la difficulté, c'est l'effort et le temps, parce qu'il faut le faire tout seul, alors que, en revanche, ça va développer votre créativité, et ça va avoir des impacts sur votre mémorisation et sur l'impact cognitif. Donc, si on regarde un peu tout ça, donc, les preuves neurobiologiques de la dette cognitive.
Alors j'aime bien ce mot, dette cognitive. C'est une masterclass, hein, donc on est dans du Ah bah c'est... au niveau d'apprentissage. Hein. Mais j'explique quand même un petit peu. Dette cognitive, alors moi je trouve ce terme extrêmement bon. Ça vient un peu de la partie de la technologie. Hein. On parle souvent de dette technique quand on crée des logiciels. Donc dans la partie logicielle, quand on dit il y a des dettes techniques, c'est que vous avez fait votre produit depuis 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, puis vous n'avez pas mis à jour tous les modules, tous les codes, toutes les librairies, ce qu'on appelle techniquement. Donc, vous accumulez de la dette technique. Bon, c'est un peu le même principe, la dette cognitive. C'est que plus vous allez déléguer, moins vous allez apprendre, moins vous allez retenir. Et dans 10 ans, vous aurez une énorme dette cognitive. Vous serez plus capable de faire le moindre texte. Donc ça, c'est un vrai danger. Hein, c'est un vrai danger. Donc, qu'est-ce qu'on remarque à travers de la deuxième étude? Une diminution de l'engagement cognitif avec l'IA. Donc là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une connectivité neuronale qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est ce qu'on appelle les ondes alpha et gamma du cerveau. On s'aperçoit qu'il y a une baisse assez importante des signaux envoyés entre les différentes zones du cerveau. Donc, vous savez, vous avez le cortex préfrontal ici, là, qui est là. Vous avez l'hippocampe qui est un peu derrière. Puis au milieu, il y a un truc qui s'appelle les ganglions de la base. Et puis tout ça est relié. Donc devant, c'est ce qui permet la mémorisation, le raisonnement, le traitement rapide. Et puis ça va passer par les ganglions de la base pour aller être stocké dans l'hippocampe. Et puis les ganglions de la base, ils vont créer des connexions un peu dans tous les sens. Et plus vous répétez un exercice, plus les ganglions de la base vont créer ces connecteurs rapides. Et ça devient presque un réflexe. C'est comme ça qu'on construit l'apprentissage. On construit parce qu'on va créer toutes ces petites connexions. Et puis, à force de répéter quelque chose, vous allez l'ancrer dans l'hippocampe et il y aura un accès très rapide. Donc ça, c'est le fonctionnement. Et on s'aperçoit que ces signaux sont beaucoup plus faibles entre ces trois zones à partir du moment où vous utilisez l'IA. Donc on retrouve le phénomène de décharge. Ensuite, il y a tout ce qui est mémoire, appropriation, bien entendu. On s'aperçoit que quand il y a eu des tests, c'est pour se dire, OK, qu'est-ce que vous avez retenu des exercices et de l'essai? 17% uniquement des personnes qui ont utilisé l'IA ont retenu quelque chose de l'exercice, contre 83% des gens qui n'ont pas utilisé l'IA. Un autre élément aussi, c'est l'homogénéité des essais. Donc là, c'est ce qu'on appelle la similarité quelque part des textes qui ont été produits par les groupes qui ont utilisé l'IA. Donc c'est ce qu'on appelle en général les n-grammes. Donc les n-grammes, c'est les successions de mots. On le disait tout à l'heure, une société parfaite, c'est un n-gramme, c'est 3 grammes. Et en fait, on va retrouver ces modèles partout dans la génération de l'IA. Et donc, on est capable de dire que ce texte, en fait, c'est généré par de l'IA. Et un truc qui est hyper important, c'est que quand on a inversé dans l'étude, c'est-à-dire que les groupes qui utilisaient que l'IA sont devenus les personnes qui ont utilisé uniquement leur cerveau, ils ont été moins performants que les groupes qui utilisaient le cerveau initialement. Donc on sait que l'IA a même un impact, un effet long terme sur le cerveau. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pendant 4-5 mois tous les jours, vous allez mettre beaucoup plus de temps à retrouver ce que vous saviez faire avant l'IA. Alors, solution proposée, j'irai très rapidement là-dessus, c'est que l'IA, c'est un outil, pas une solution. Il faut l'utiliser tout le temps en rebond. Il faut aussi alterner des sessions. Reprenez votre stylo et réécrivez. Et après, vous allez sur l'IA et revenez sans cesse sur ce genre de choses. Et puis après, il faut évaluer un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on peut travailler à l'oral, on peut mesurer la compréhension en discutant. Et on peut aussi, bien entendu, ce qui va monter en puissance, c'est la certification des compétences. Parce qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas un révélateur de compétences quand vous l'utilisez. Au contraire. Alors, je vais conclure, parce que le temps, je pense que je suis dans le timing, ou un peu en retard déjà. On est un peu en retard, docteur Hirou. C'est vrai que j'apprends beaucoup de choses ce matin. Ce que je veux dire, c'est que posez-vous la question un petit peu de... Quand est-ce que vous avez écrit votre dernier texte de A à Z? On était sur la rédaction de quelque chose dans cette étude. Vous allez voir que beaucoup d'entre vous utilisent l'IA maintenant tous les jours et que ça devient beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que vous avez déjà une dette cognitive.
Merci, au revoir. Et donc la question, hein, c'est plus on utilise l'IA pour écrire, moins notre cerveau travaille. Et moins notre cerveau travaille, moins on apprend. Donc serons-nous encore capables d'écrire demain? C'est une bonne question. Et là, je vous ai mis quelques images. Alors on voit toutes les connexions. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir sur l'article, hein, mais on voit ceux qui utilisent de la recherche, ceux qui utilisent leur cerveau directement, les interconnexions qu'on voit entre toutes les zones dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que la dette cognitive, moi, je pense que c'est le prix caché de la facilité. Donc, faisons attention à l'usage de l'IA pour l'acquisition de compétences. Et on va regarder un peu plus près sur la langue française, parce que là, j'ai pris la rédaction d'un essai, mais on voit très, très vite l'impact. Et je vais m'arrêter là, parce que j'ai passé le temps, mais je vous remercie. Je serai disponible s'il le faut après la session. Beaucoup. Merci beaucoup, Michael. C'est important pour moi, en tant qu'organisateur de la dictée de la relation client, d'avoir un partenaire qui pense, d'avoir des partenaires qui pensent à l'impact justement de l'IA, puisque fatalement, une dictée, tous les jours, on se pose la question, est-ce que à quoi bon faire des dictées aujourd'hui? Et pour ça, pour répondre à ces questions, je vais donner la parole à nos deux lauréats, en commençant par Jérémy. Donc Jérémy Galmard, qui est le cofondateur de Smart Tribune, et il vous l'a dit, donc trophée or dans la catégorie prestataire. Merci beaucoup, Michael. Alors déjà, on se dit, bon, une entreprise dans la tech qui utilise l'IA, une entreprise française présente sur le salon, on se dit, mais pourquoi participer et comment motiver les gens? Pourquoi participer à la dictée? Alors, on a participé pour gagner en premier lieu. Non. Modeste en plus. Non, je blague. C'était un exercice hyper intéressant. En effet, nous, au quotidien, on utilise l'IA et justement, voir l'utilisation des mots, l'utilisation comme on le faisait presque à l'ancienne, c'est important. Mais ce qui a montré que c'est intéressant, c'est que quand on utilise l'IA, aussi, on va se challenger. Et je pense que c'est le point important aussi, c'est-à-dire que la question n'est plus de est-ce que je n'utilise pas l'IA et je me concentre sur uniquement ce que je fais sans IA, mais plutôt comment on l'utilise. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et particulièrement en tant que professionnel, je vois, il est hyper important de ne pas tout déléguer. Je ne peux que rejoindre ce qui a été dit ce matin et dans cette demi-heure. Parce que la moyenne d'âge des gens chez Smart Tribune, c'est pas très élevé, j'imagine. Non, la moyenne d'âge, ça va être aux alentours de 30-35 ans. Ah oui, donc et pourquoi comment est-ce qu'on utilise l'IA justement dans ce métier qui est quand même un métier très technique au service du client, hein, et de l'expérience client, sans perdre la valeur ajoutée humaine, parce que finalement c'est le grand challenge de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire trouver le bon équilibre entre l'IA et l'humain. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, comment est-ce qu'on arrive à le préserver? Tu as tout dit, Thierry, justement, c'est trouver le bon curseur, comment bien l'utiliser, comment fournir des outils qui vont aider le conseiller, mais pas se substituer à lui, l'aider vraiment sur des cas d'usage où il va avoir, où ça va l'aider, mais pas le remplacer. Parce que il est hyper important, et en tant qu'acteur encore plus, on le voit, de ne pas déshumaniser une relation. C'est vraiment peut-être le nerf de la guerre. C'est ce qui va être important dans les prochaines années en tant qu'acteur de la relation client, c'est comment avoir ce bon dosage, comment aider le client final, comment aider le conseiller, mais sans déshumaniser une relation. Merci beaucoup, Jérémy. Vous aurez l'occasion de rencontrer le lauréat sur son stand, et qui va passer le relais à une autre championne qui vous a dit, elle est carrément client. Et beaucoup de personnes nous demandent, parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on organise la dictée, et beaucoup d'entreprises qui veulent participer nous disent, mais comment on fait pour participer? Comment ils font pour gagner, finalement, avoir le trophée or ou le trophée argent? Tiens, on va faire un sondage dans la salle. Quels sont celles et ceux qui ont participé à une des 3 éditions de la dictée de la relation client? Levez la main.
Ah oui, donc C'est on a tout un énorme potentiel. Moi, je dis c'est tout. Mais il faut les motiver, il faut vous motiver. Et donc pour vous motiver, j'ai une première question donc pour Lisanne Monod, qui est chef de projet carrément client au sein d'EDF, du marché d'affaires. Et alors pourquoi avoir participé à la dictée, puis comment est-ce que l'équipe s'est préparée? La participation à la dictée, ça s'est fait vraiment par hasard. Dans le cadre de l'animation de notre plan d'action carrément client, je cherchais des animations pour faire que nos collaborateurs soient de plus en plus orientés clients. Et j'ai trouvé cette idée en me promenant sur Internet. Et je me suis dit, tiens, pour être orienté client, il faut aussi mettre de l'importance à nos écrits. Et on est très touché par ces écrits. Chez nous, on fait très attention. Et ben, je me suis lancée. On m'a un petit peu rigolé au nez. Et je leur ai dit, attendez, vous allez voir. Et on a décidé du coup d'inscrire une ou deux équipes la première année. Il a fallu quand même essayer d'aller chercher les gens. Pour ça, on a organisé des ateliers de révision, on va dire. C'était plutôt des ateliers ludiques. D'entraînement avec les dictées qui sont sur la plateforme d'ailleurs. Exactement. On faisait aussi des petits quiz avec des règles d'orthographe, des règles de grammaire. Et les gens se sont pris au jeu et on faisait une dictée à la fin. Ça a permis vraiment de rassembler les gens sous un format ludique au moment du déjeuner et beaucoup de cohésion d'équipe aussi. Ça a beaucoup plu, donc cette année on va recommencer et je pense que ça nous a aussi un petit peu aidés. Merci. C'est vrai que le retour des participants, c'est que c'est un événement qui peut s'inscrire dans le cadre d'une animation culture client au sein des entreprises. Les entreprises cherchent toujours des animations pour fédérer les collaboratrices et les collaborateurs, quel que soit le site, puisque la dictée se fait entièrement à distance. Et le fait est que c'est sur la pause du déjeuner, entre midi et midi et demi, et c'est plutôt ludique. Alors, deuxième question, la relation client par écrit en particulier, c'est important pour EDF? Ah oui, je le disais tout à l'heure, très important pour nous. Un message clair, simple, fait que nos clients vont mieux nous comprendre. C'est un levier de satisfaction. On remarque que si les messages sont mal écrits, ça génère des incompréhensions. Et puis, un manque de professionnalisme si c'est mal écrit. Du coup, je dirais que c'est vraiment un levier de satisfaction pour nous et la qualité des écrits, on y fait vraiment très attention. C'est ce qui m'a permis de faire le lien avec la dictée pour embarquer les gens. Et surtout nos codiens, qui n'y croyaient pas du tout. Mais bravo et merci pour la prochaine participation alors. On peut applaudir nos deux gagnants quand même. Merci. Quand même. Oui, comme vous n'êtes pas dans la même catégorie, c'est bien. Tu veux ajouter quelque chose? Non, on va remettre notre trophée en jeu et on va être très content de le faire en espérant qu'on gagne encore cette année. Message donc à tous les partenaires. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. Merci, Mickaël. On va conclure tous les deux. On va faire une petite rétrospective sur la dictée. Alors la dictée, donc on va fêter notre 4e année de dictée. On dit souvent qu'un événement il est mature au bout de 3 éditions. Et l'idée de départ, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif qu'on s'était donné tous les deux, c'était entre nos deux sociétés, donc entre Orthodidacte et le sens du client, c'était de faire un événement ludique et apprenant. Et pour ça, on a choisi un certain nombre de principes pour garantir le caractère ludique et apprenant. Alors, dans le caractère ludique, la dictée est un courrier de réclamation. Un courrier de réclamation client qui est écrit par le champion de France d'orthographe, Guillaume Terrien. Qui adore piéger, qui adore ces exercices. Piéger les participants, piéger les IA aussi, puisque c'est aussi un très grand connaisseur des modèles de langage. Et ce courrier de réclamation, donc écrit par un humain et pas n'importe lequel, donc le meilleur des humains, on pourrait dire, pour ce qui est de l'orthographe, est adressé à une lectrice ou un lecteur. Et le thème de la réclamation, vous comprenez que c'est une réclamation un peu fantaisiste, est adressé à une lectrice ou un lecteur. Donc c'était Juliette Tresanini, qui est une autrice du groupe Editis, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les 40
sont cuites, pour parler de la crise des 40 ans. Donc un courrier de réclamation. Donc le courrier de réclamation, bon, c'est une forme de connivence avec toutes les participantes et les participants. On veut que le texte fasse rire ou sourire. Et donc, c'est ce qu'on fait et depuis maintenant 3 ans. On n'a pas encore le nom de la lectrice, mais on connaît déjà la date, on connaît déjà les grands principes. On a aussi la chance d'être le seul événement dans le monde de la relation client en France. Et croyez bien qu'en tant qu'auteur du blog Sens du client, j'y suis très attentif puisque je viens de fêter les 20 ans de mon blog. J'ai écrit 1208 articles. Et les derniers un peu avec l'IA, d'ailleurs, je me suis fait aider, mais j'essaie de garder mon cerveau actif tout de même. Eh bien, c'est la dictée et le seul grand événement qui est soutenu à la fois par l'Association française de la relation client, l'Association pour le management de la réclamation client, le syndicat des professionnels des centres de contact et All for Customer. Et Nathan Compétences, bien sûr, qui est représenté par Michael et nous aide à construire l'événement et les suites de celui-ci. Alors on a un bilan chiffré. Donc les statistiques, l'année dernière, c'était 66 équipes différentes qui s'affrontaient donc pour cette dictée de la relation client, qui représentait 49 organisations différentes. Donc vous l'avez compris, hein, il y a 3 catégories. Il y a 2 représentants des catégories et des gagnants qui sont là. Et donc il y a la catégorie annonceurs, donc les entreprises type EDF par exemple, ou Best Western, pour ne pas les citer, parmi les gagnants. Il y a donc les prestataires, tous les prestataires de la relation client ou même au-delà. Et puis une catégorie enseignement supérieur qui est née d'ailleurs l'année dernière, Michael. Oui, c'est une nouvelle catégorie qui est née l'année dernière. L'objectif étant de faire venir les BTS de la relation client, en tout cas toutes les formations qui dirigent vers le domaine de la relation client. Et cette année, on va avoir un certain nombre d'écoles qui vont concourir pour une catégorie à part. Ce qui est important, c'est quasiment 3000 participants. Oui. Ça a l'air de rien, mais ça représente quand même du monde à gérer. Et ça prend de l'ampleur. Et donc, on est très satisfait de cela. Donc le principe, c'est à distance, c'est sur la plateforme. En fait, l'idée de départ, quand on s'est rencontrés ici il y a quelques années, c'était quand j'ai eu la démonstration de la plateforme d'apprentissage justement d'orthodidacte, je me suis dit, mais ça serait formidable de faire une dictée. Michael me dit, on en fait déjà des dictées pour les entreprises, et si on en faisait une à grande échelle. Et donc 3 ans plus tard, c'est 2918 personnes qui se connectent, donc le vendredi 9 octobre prochain à 12h, en direct sur une plateforme sécurisée, et qui peuvent donc avec la lectrice que vous avez vue ou le lecteur de la dictée suivre en direct avec une vidéo et puis donc participer. Alors dans les statistiques amusantes, une seule faute pour le gagnant individuel du côté entreprise. Donc excellent. De quoi impressionner le champion de France d'orthographe, il fait toujours un peu des petits paris quand il écrit sa dictée. Il se dit alors là, c'est minimum 3 fautes pour le gagnant. Et là, cette année, il était très impressionné. 25 fautes en moyenne sur l'ensemble des participants. Donc, et pour vous rassurer aussi, parce que c'est une des questions qu'on nous pose, est-ce que on publie la liste de toutes les entreprises participantes et leurs fautes? Réponse non. Non. On remet des trophées aux gagnants, c'est tout. Et libre aux participants d'annoncer leur nombre de fautes. 164 personnes ont quand même fait moins de 10 fautes, 164 sur 2918. Et puis, si tu veux commenter les résultats des IA, puisque chaque année, Michael fait participer les intelligences artificielles à la dictée. Oui, donc on a créé ça il y a 2 ans à peu près. On s'est dit, tiens, et pourquoi pas mettre en concurrence les moteurs d'IA pour voir de quelle manière ils vont s'en sortir dans la correction d'un texte. Donc c'est une mécanique un petit peu différente, parce que le but, c'est pas que l'IA nous écoute et écrive le texte, parce que là, on ferait appel plutôt à des techniques qui sont et pas encore, de transcrire. En tout cas, c'est des technologies un peu différentes, mais on va plutôt lui donner le texte truffé de fautes. On va lui dire, voilà, il y a un texte qui contient 100 fautes. À toi de toutes les corriger.
Donc on lui demande d'aller chercher toute sa connaissance en grammaire, orthographe, conjugaison et d'aller corriger le texte. Et donc le résultat que vous voyez, ChatGPT, donc la version entreprise fait 17 fautes. Donc corrige à peu près 83% des textes. Alors elle est classée, je ne sais pas, vers la 609e position en classement général. Donc les IA, alors il y a des IA qui font énormément de fautes. Voilà. Il y en a même qui changent le texte. Parce que forcément, ça lui plaît pas, et ça met une société parfaite, c'est excellent. Ouais. Donc, Excellente question, Michael. hors catégorie. Mais c'est intéressant, et cette année, on va remettre les IA au milieu de tout ça, pour voir si elles progressent. Alors, la date, notez bien, c'est le vendredi 9 octobre 2026. Donc, c'est le dernier jour de la semaine de la relation client, en fait, de l'Association française de la relation client. On l'a fait parce que, à ce moment-là, parce que c'est souvent le moment que choisissent ces entreprises pour animer au sein de leur organisation des projets de culture client, exactement comme EDF, par exemple. Et on l'a choisi donc à cette date-là. Donc, la 4e édition, donc, tous les participants sont en ligne, se connectent. On vous demande de vous inscrire si vous êtes intéressé le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut des identifiants, il faut une certaine dose de sécurité et de fiabilité pour la plateforme et s'inscrire plusieurs mois à l'avance. Et puis on invite 2 représentants de chaque entreprise à venir sur place. Ils peuvent aussi participer à la dictée, mais c'est pas le principe, venir et puis se voir remettre leur trophée. Et ça a été le cas l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Eh bien, on peut ajouter qu'il vous reste maintenant, avant le 30 avril, pour bénéficier d'une inscription à 500 €. Donc, c'est 500 € par équipe. Après, les tarifs vont légèrement augmenter. Donc, c'est vraiment... Là, c'est la séquence bonne affaire du salon All for Customer. Donc, les inscriptions sont tout à fait possibles. Si vous tapez dictée de la relation client sur Internet, vous tomberez directement là-dessus. Ou sinon, vous scannez le QR code si vous êtes un établissement d'enseignement supérieur ou bien une entreprise.